Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Américains et Soviétiques divisent la Corée en deux le long du 38e parallèle. La péninsule devient l'un des pays symboles de la guerre froide, avec au nord un régime communiste soutenu par l'URSS et au sud un simulacre de démocratie sous protection américaine. Mais lorsque le 25 juin 1950, l'armée nord-coréenne franchit le 38e parallèle, c'est une nouvelle guerre qui commence. Sous l'impulsion du président Harry Truman, les Nations Unies dépêchent 340 000 militaires pour défendre le Sud. La Chine ne tarde pas à riposter et envoie plus d'1 million de soldats aux côtés des Nord-Coréens. Après plusieurs mois de combat, les deux camps se neutralisent. La situation est bloquée. Pour sortir de l'impasse, le commandant en chef des forces de l'ONU, le général MacArthur, préconise une solution radicale, l'envoi de 12 bombes atomiques sur la Chine. Nous sommes en novembre 1950, la planète est au bord d'une guerre nucléaire. The president has stated that the use of the atomic bomb is being considered to halt the communist onrush. It may well precipitate World War III. L'information selon laquelle Truman pourrait avoir recours à la bombe atomique sème la panique dans les chancelleries du monde entier. Le Premier ministre britannique, Clement Attlee, était en session au Parlement et on s'agitait dans son dos. Il se demandait ce qui se passait. On lui a alors fait passer une note expliquant que le président des États-Unis avait menacé d'utiliser la bombe atomique en Corée. A new war brought Britain's Prime Minister Attlee to Washington for talks with President Truman. Le Premier ministre britannique s'est empressé de traverser l'Atlantique pour tenter de calmer la situation. Les appels au calme de la communauté internationale placent Truman en porte-à-faux avec les faucons de son état-major. L'insistance du général MacArthur à vouloir attaquer la Chine finit par créer de vives tensions entre les deux hommes. MacArthur voulait les faire battre en retraite. Il voulait poursuivre la guerre en Chine et tenter de maîtriser la révolution chinoise, ce qui était une grave erreur selon Truman. Le président américain n'en souhaitait pas autant. Lui désirait que les communistes nord-coréens reculent afin d'unifier la péninsule. MacArthur pensait qu'il était temps de livrer la grande bataille contre le communisme. Et il était prêt à risquer une troisième guerre mondiale. Truman disait à MacArthur, « Si cette guerre prend de l'ampleur, nous n'aurons ni les ressources, ni les forces armées pour faire face. Général MacArthur, votre mission est de nous faire gagner du temps. » Ça allait précisément à l'encontre de tout ce que MacArthur envisageait. Rien ne pouvait remplacer la victoire, selon lui. Après Hiroshima et Nagasaki, Truman avait compris qu'il était désormais impossible de gagner une guerre de cette ampleur avec des armes conventionnelles. Il voulait donc limiter le conflit. Mais MacArthur ne supportait pas cette idée. Le 5 décembre, Truman lui avait donné une directive, celle de ne pas s'exprimer publiquement contre la politique de son gouvernement. MacArthur n'a jamais cessé de la défier. Le 11 avril 1951, après des semaines de tergiversation, le président Truman décide de s'adresser à la nation. I have considered it essential to relieve General MacArthur so that there would be no doubt or confusion as to the real purpose and aim of our policy. It was with the deepest personal regret that I found myself compelled to take this action. General MacArthur is one of our greatest military commanders. But the cause of world peace is much more important than any individual. Aux yeux de l'opinion américaine, MacArthur personnifie les valeurs du pays. Il incarne à lui seul l'image du grand héros de la Seconde Guerre mondiale. En le limogeant, Truman prend un risque énorme qui va définitivement ruiner sa popularité. Son taux de popularité est tombé à 22%. Il était un dirigeant extrêmement impopulaire. Mais pour lui, il ne s'agissait pas de gagner ou perdre la guerre, mais de temporiser. Face aux pressions incessantes des républicains pour porter la guerre contre le communisme jusqu'en Chine et même au-delà, Truman tient bon. Au printemps 1951, le conflit est dans l'impasse. Désormais dirigés par le général Matthew Ridgway, les troupes de l'ONU se sont enlisées dans une interminable guerre de tranchées autour du 38e parallèle.
L'ennemi était sur les hauteurs. Dès qu'on sortait la tête, les balles pleuvaient. C'était comme ça, jour et nuit, heure après heure. C'était angoissant. Nous ne nous battions plus comme au début de la guerre. Notre action était différente. Ils appelaient ça mettre l'adversaire en position de patte. Et c'était le cas. Mais dans les tranchées, on vivait comme des animaux. On mangeait dans la boue. C'était un peu dur moralement. Ces affrontements étaient terribles, sanglants et démoralisants. Ils avaient pris une telle tournure qu'aucun des deux camps ne semblait être en mesure de gagner. Les soldats mouraient pour rien. Les négociations sur un armistice entre l'ONU, la Chine et la Corée du Nord ne donnent rien. Les pourparlers qui ont débuté à l'été 1951 traînent depuis des mois, voire des années. Et à chaque réunion du Conseil de sécurité, l'Union soviétique oppose son veto. United Kingdom. Yes. United States. Yes. Union of Soviet Socialist Republics. No. Pour Staline et ses alliés, maintenir les Américains dans le piège coréen ne peut être que profitable. Staline était prêt à continuer cette guerre jusqu'au dernier soldat chinois. Cela poussait les Américains à rester en Corée plutôt que de gagner en puissance en Europe. Les Américains, embourbés dans une guerre sans fin, intensifient les bombardements sur la Corée du Nord dans l'espoir de faire plier le bloc communiste. Toutes les villes de Corée du Nord ont été rasées. Les pilotes et les chefs d'escadron se plaignaient même de ne plus avoir de cible. Une directive rédigée à l'attention de la 5e armée de l'air en Corée du Nord ordonnait que toutes les installations, villes et villages soient détruits. Les frappes aériennes étaient violentes. Plusieurs fois par jour, j'entendais passer les B-29. Un son terrifiant, même sans les bombardements. Ils ont largué de grandes quantités de napalm. Inventé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'avait jusqu'alors pratiquement jamais servi. Mais il a été utilisé sans limite en Corée du Nord. Ils pensaient que c'était le prix à payer pour éviter une troisième guerre mondiale avec la Chine. La Corée du Nord a alors servi de victime pour forcer les communistes à négocier l'armistice. Ces raids aériens ne changent rien à la donne. La situation restera bloquée encore 2 ans, jusqu'à la mort de Staline en mars 1953. Une fois passés les obsèques, ses successeurs veulent aller vite. À la mort de Staline, à peine son corps refroidi, le comité central envoyait déjà un message aux Chinois et aux Nord-Coréens pour demander l'armistice. Il a fallu plusieurs mois pour trouver un accord sur la ligne d'armistice. Les communistes ont d'abord plaidé pour le 38e parallèle, une frontière difficile à défendre selon les Américains, qui ont plutôt insisté sur un autre tracé. Ils tenaient à ce que l'armistice perdure. Pendant que les diplomates règlent les derniers détails de l'accord, les combats font rage. À Port Chop Hill, une ligne de crête de 250 mètres de haut, le long du 38e parallèle, l'armée américaine va perdre près de 1000 hommes. Tout cela pour défendre une zone qui ne présente aucun intérêt stratégique. À croire que pour les soldats coincés dans les tranchées, cette sale guerre ne s'arrêtera jamais. Nous ne savions pas grand-chose des négociations, mais nous savions qu'elles étaient en cours. Nous espérions tous qu'un jour ou l'autre, un traité soit signé. Nous, on ne voulait pas être les derniers à mourir dans cette guerre. Finalement,
Les deux camps ont convenu de ne pas suivre le 38e parallèle. Ils ont opté pour mettre en place une zone démilitarisée de chaque côté de la ligne de front, de sorte qu'à la fin de la guerre, chaque camp recule de quelques kilomètres à partir de cette ligne. Then the exodus begins, and from the disputed hills, hundreds of thousands of men pull back, and there's not a regret in the truckload. Encore quelques détails à régler, et les soldats de l'ONU, soulagés, pourront bientôt rentrer à la maison. Les Coréens, en revanche, garderont de cet accord un goût amer. Avec l'établissement d'une nouvelle frontière, de nombreuses familles vont être séparées à jamais. Kyung-Soon Park est originaire de Kisong. L'une de ces innombrables communes du Sud a passé sous pavillon ennemi. Elle était l'aînée d'une famille de 5 enfants. Au moment où l'armée nord-coréenne a pénétré dans le village, sa mère, paniquée, l'a suppliée de fuir. Mes frères et sœurs m'ont dit « Au revoir, à plus tard ». Je suis partie à 17h et j'ai marché jusqu'au lendemain matin. Je n'arrivais pas à réfléchir, je paniquais. Il m'a fallu 1 semaine pour réaliser que j'avais quitté ma mère. Puis les choses se sont calmées. J'ai pensé que je pourrais y retourner. Mais soudain, c'est comme si le ciel me tombait sur la tête. J'ai compris que j'étais maintenant loin de ma famille, seule. C'était il y a 70 ans. Le 27 juillet 1953, les forces de l'ONU, la Chine et la Corée du Nord concluent enfin un armistice. L'accord prévoit un cessez-le-feu jusqu'à la signature d'un traité de paix officiel. Un traité qui ne verra jamais le jour. La Corée du Nord était entièrement détruite et la Corée du Sud était anéantie. 1 million de Chinois étaient morts. Mao lui-même avait perdu son fils. Et les États-Unis, qu'avaient-ils accompli après 3 ans de destruction? On revenait à la case départ, une zone démilitarisée et le 38e parallèle. Pretend you're happy when you're blue. It isn't very hard to do. And you'll find happiness without any... À notre retour, on avait l'impression de ne pas avoir accompli grand-chose. De manière générale, les Américains n'étaient même pas au courant. Je connais des anciens combattants qui, en rentrant chez eux, ont dû expliquer à leurs voisins qu'ils avaient fait la guerre de Corée. On leur répondait « C'est où la Corée ?» On ne pouvait pas célébrer la victoire puisque ça n'en était pas une. D'ailleurs, lorsque les troupes sont rentrées chez elles à l'armistice, il était toujours possible qu'elles y retournent. La guerre de Corée est pourtant loin d'être terminée. Aucun traité de paix n'est signé. Des milliers de prisonniers attendent d'être rapatriés. Et de nombreuses tensions le long de la frontière obligent le président américain Dwight Eisenhower, nouvellement élu, à dépêcher sur place des dizaines de milliers de soldats supplémentaires. Il n'y a qu'aux États-Unis où la population semble avoir tourné la page. Ici, plus personne ne veut entendre parler de la guerre de Corée. Pour les Américains, les enjeux en Corée n'importaient guère. Il n'y aurait pas de Troisième Guerre mondiale et les communistes ne prendraient pas le contrôle de la Corée du Sud. Rien ne menaçait désormais le quotidien de l'Amérique. Il était temps de passer à autre chose. L'oubli est un luxe que ne peuvent se permettre les habitants de la péninsule. 3 ans de guerre ont dévasté les 2 Corées, détruit leurs villes
et ruiner leurs économies. Une fois l'armistice signé, la péninsule coréenne n'était plus qu'un amas de décombres. En 3 ans de guerre, les États-Unis ont largué sur la Corée du Nord plus de bombes que durant toute la Seconde Guerre mondiale. Le pays était rasé. Le côté sud n'était pas épargné non plus. La péninsule tout entière était à reconstruire. En dépit des centaines de millions de dollars injectés par les États-Unis pour rebâtir le pays, la Corée du Sud figurera longtemps parmi les nations les plus pauvres du monde. Syngman Rhee, de retour aux affaires, va pendant 7 ans régner en despote sur un régime corrompu. Syngman Rhee dirigeait le pays de manière soi-disant démocratique. Mais il était violent, impitoyable et très fermé. Il octroyait des avantages à ses partisans, punissait ses détracteurs et utilisait l'essentiel de l'aide financière qu'il réclamait aux États-Unis et à d'autres pays pour financer son propre gouvernement. Il n'investissait dans aucun plan économique. Campagnes et grandes villes sont confrontées à de graves pénuries. Logements, nourriture, eau courante, le pays manque de tout. Je viens d'un petit village de pêcheurs dans l'est de la Corée du Sud. Nous n'avons eu l'électricité que lorsque je suis entré au collège. Et c'est au lycée que j'ai touché ma première batte de baseball. En Corée du Nord, malgré la destruction complète des infrastructures, Kim Il-sung réussit à redresser le pays plus rapidement. Il en profite au passage pour le refaçonner à son image. Après la guerre, l'économie nord-coréenne s'est rapidement développée grâce au soutien important apporté par l'Union soviétique et la Chine communiste. Dans les années 50, début des années 60, la croissance économique était nettement plus forte en Corée du Nord qu'en Corée du Sud. Kim Il-sung réécrit encore une fois l'histoire. En Corée du Nord, journaux et manuels scolaires présentent les Américains et les Sud-Coréens comme les agresseurs. Et c'est lui, Kim Il-sung, qui a conduit son pays à la victoire contre la tyrannie des États-Unis. La guerre est toujours racontée de la même façon aux Nord-Coréens. Ce sont les États-Unis qui ont divisé la péninsule, puis envahi la Corée du Nord. Mais grâce au dirigeant Kim Il-sung, le pays les a vaincus. On leur dit qu'il leur faudrait en revanche toujours se battre contre les Américains, car ceux-ci sont déterminés à détruire le pays. C'est ce qu'on leur répète sans cesse. Après la guerre, Kim Il-sung se trouvait dans une position très vulnérable, car il avait mené le pays à la catastrophe. Mais Kim Il-sung est un survivant. Son pouvoir a alors commencé à se renforcer. Une énorme purge a lieu en 58 et 59. On dit que 100 000 personnes ont été tuées. En 61, il avait les pleins pouvoirs. Les États-Unis ont déclenché la guerre. Kim Il-sung est un dirigeant légendaire qui nous a permis de vaincre. C'est ce qu'on m'a appris. Avant de faire défection en 2004, Jang Jin-sung était un membre éminent des services de propagande de la Corée du Nord. Comme tous ses compatriotes, il a été élevé dans le culte de Kim Il-sung. Le dirigeant est un dieu auquel le peuple doit obéir sans poser de questions. Ça semblait normal. Les émotions, les pensées et la conscience du peuple coréen étaient étouffées par la dictature qui n'exigeait que loyauté et haine de l'ennemi. La Corée du Nord avait officiellement désigné ses 3 principaux ennemis, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Bien que de plus en plus isolé, Kim Il-sung ne renonce pas à ses ambitions hégémoniques. Il veut se doter de l'arme nucléaire
et d'une armée suffisamment puissante pour sanctuariser son territoire et, à terme, reconquérir le Sud. En 1968, la Corée du Sud, de son côté, sort enfin du marasme économique et des années de corruption qui avaient marqué la présidence de Syngman Rhee. Une page se tourne, et sous l'impulsion de son nouveau chef d'État, le général Park Chung-hee, le pays connaît un essor sans précédent. Fin des années 60, début des années 70, Park Chung-hee a mis en place une économie axée sur l'exportation. C'est grâce à son action que le pays a vraiment commencé à connaître un essor économique. C'était un dictateur, mais son plan économique a permis à la Corée du Sud de devenir une démocratie, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Quand l'économie a repris en Corée du Sud, la Corée du Nord a compris qu'une réunification devenait de moins en moins envisageable. Elle était en déclin économique, tandis que la Corée du Sud connaissait la croissance. Avec des milliers de soldats américains stationnés à la frontière et des forces sud-coréennes désormais surarmées, Kim Il-sung voit ses chances de réunifier la péninsule rétrécir de jour en jour. Entre 1967 et 1972, les Nord-Coréens semblaient chercher à relancer les hostilités en assassinant de hauts responsables. C'était le début d'une courte période que l'on appelle parfois la Seconde Guerre de Corée. La Corée du Nord a alors mené toute une série de provocations pour tenter d'unifier la péninsule sous le règne de Kim Il-sung. Le 21 janvier 1968, Kim Il-sung remet le feu aux poudres en lançant une opération commando contre le frère ennemi. L'une de ces unités d'élite, composée de 31 hommes, parvient à traverser les fils barbelés et franchir la frontière. Déguisé en militaire sud-coréen, le commando a pour mission d'organiser un raid sur la Maison Bleue, la résidence privée du président Park Chung-hee. Ils avaient pour ordre d'entrer dans la Maison Bleue, d'y tuer le président sud-coréen Park Chung-hee et de rapporter sa tête en Corée du Nord. Le commando réussit à s'approcher à quelques mètres du président Park Chung-hee avant d'être démasqué. And I sincerely hope Kim Il-sung and his people up north recognize the futility and the unwisdom of continuing this action. Mais 2 jours plus tard, le 23 janvier 1968, la Corée du Nord capture un bateau américain, l'USS Pueblo, qui naviguait au large de ses côtes. Les 82 membres de l'équipage sont transférés à Pyongyang. Inculpés d'espionnage, ils vont subir dans les geôles du régime humiliations et tortures pendant 11 mois. The North Koreans committed yet another wanton and aggressive act by seizing an American ship and its crew. Clearly, this cannot be accepted. Faute d'accord de paix, la Corée va se rappeler aux mauvais souvenirs des Américains, au pire moment, en janvier 1968, alors que leurs troupes s'enlisent dans la guerre du Vietnam. L'incident du Pueblo illustre bien le dilemme auquel les Américains ont toujours fait face. Ils ont des intérêts majeurs en Corée, mais aussi dans le reste du monde. Les Américains étaient d'ailleurs très impliqués au Vietnam. Et ils craignaient que Park Chung-hee ne déclenche une nouvelle guerre de Corée. Park Chung-hee est furieux. Il veut se venger de ce qui s'est passé à la Maison Bleue. Mais relancer la guerre de Corée ne présente aucun avantage pour les puissances autour de la péninsule coréenne. Les Américains sont embourbés au Vietnam et l'Union soviétique a envahi la Tchécoslovaquie en 1968. De son côté, la Chine est en pleine révolution culturelle.
Les puissances extérieures n'ont donc vraiment aucun intérêt à ce que la guerre de Corée redémarre. Sous la pression des États-Unis, le président Park renonce aux représailles. La tension retombe d'un cran et l'équipage de l'USS Pueblo est libéré en décembre 1968. Le navire, lui, ne sera jamais rendu. Il y avait une intense rivalité entre le Nord et le Sud pendant la guerre froide. Des hostilités quotidiennes tout au long de la frontière. Force est de constater qu'à chaque fois que les Sud-Coréens faisaient quelque chose de bien, les Nord-Coréens cherchaient toujours à gâcher la fête. Au cours des 2 décennies suivantes, des frictions opposeront régulièrement les 2 Corées. Mais à la fin des années 1980, alors que tous les regards sont braqués vers Séoul, ce conflit va prendre un nouveau visage, celui de la terreur. Les Jeux Olympiques de Séoul en 1988 ont marqué un tournant majeur. Les Sud-Coréens et le reste du monde ont senti que la Corée du Sud avait une longueur d'avance. Dans le monde entier, ces Jeux étaient perçus comme le triomphe du régime anticommuniste sud-coréen. Eh bien, les Nord-Coréens ont voulu gâcher le spectacle. En novembre 1987, quelques semaines avant la tenue des premières élections démocratiques en Corée du Sud, alors que le pays s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques, 2 agents nord-coréens placent une bombe à bord d'un avion de la Korean Airlines. 104 passagers et 11 membres d'équipage sont tués sur le coup. The Republic of Korea has produced evidence that KAL 858 was destroyed by an act of terrorism by North Korea. Cet attentat contre l'avion de la Korean Airlines faisait partie de leur stratégie pour créer un climat de peur et décourager les gens d'aller aux Jeux Olympiques de Séoul. Mais cet attentat va se retourner contre son principal instigateur, Kim Il-sung. C'est à ce moment-là qu'on a pu vraiment affirmer que la Corée du Sud avait gagné la guerre. The world to Seoul, Seoul to the world. L'Union soviétique a établi des relations diplomatiques avec la Corée du Sud en 1990, la Chine aussi en 1992. La Corée du Nord s'est retrouvée isolée sur le plan diplomatique, humiliée par les Jeux Olympiques de Séoul et incapable de traiter avec son voisin sur un pied d'égalité. Le régime nord-coréen a alors lancé son programme nucléaire pour assurer sa propre sécurité. Kim Il-sung ne verra jamais le résultat de son programme de recherche nucléaire. Il meurt d'une crise cardiaque le 8 juillet 1994. À l'annonce de son décès, le pays tout entier est sommé de se montrer inconsolable pendant 3 longues années. À la mort de Kim Il-sung, on est tombé dans le totalitarisme. On nous a imposé un deuil de 3 ans. Pendant cette période, il nous était interdit de boire de l'alcool et même de rire. C'était considéré comme trahir notre dirigeant défunt. Mais les gens autour de moi se disaient « Kim Il-sung est mort alors qu'il était un dieu. C'était donc un humain comme nous. » Cela nous a donné de l'espoir. Peut-être notre système politique pouvait-il changer. Nous avions cet espoir fou. Kim Jong-il succède à son père et devient le nouveau leader suprême de la Corée du Nord. Il hérite d'un pays en crise. L'effondrement de l'URSS au début des années 1990 a privé le régime de son principal soutien économique, entraînant une série de famines dévastatrices qui coûtera la vie à près d'1 million de personnes. Pendant que son peuple meurt de faim, Kim Jong-il investit massivement dans la poursuite du programme nucléaire initié par son père.
Tout le monde croit alors que la Corée du Nord va s'effondrer, mais ce n'est pas le cas. Kim Jong-il poursuit son programme nucléaire. C'est le seul moyen dont il dispose pour survivre. The situation in Korea is serious. We are examining what we can do. We're talking to our South Korean partners. À la Maison-Blanche, les présidents se succèdent sur fond de crise chronique avec la Corée du Nord. En 1994, c'est au tour de Bill Clinton de mettre en garde Pyongyang sur son programme secret de production de plutonium. We are pursuing our sanctions discussions and the United Nations. Après plusieurs mois de négociations, Kim Jong-il accepte de geler son programme nucléaire en échange d'une aide économique. Avec cet accord cadre, Bill Clinton espère engager la péninsule coréenne sur la voie de la dénucléarisation. C'était un peu le summum de la diplomatie. Madeleine Albright s'est rendue en Corée du Nord en tant que secrétaire d'État. Mais les Nord-Coréens conduisaient en parallèle un autre programme d'enrichissement, cette fois-ci de l'uranium. Bien avant 1994, pendant les négociations de l'accord cadre, mais aussi après. Ils ont toujours tenu à conserver certains aspects de leur programme nucléaire. Pour la Corée du Nord, les armes nucléaires sont non seulement une preuve ultime de force, mais elles ont aussi un sens vis-à-vis de l'histoire du pays. Kim Il-sung a vu les 2 bombes atomiques larguées par les États-Unis stopper net l'occupation japonaise de la Corée, alors que celle-ci semblait pourtant ne jamais devoir finir. Il a vu la Chine faire exploser un engin nucléaire en 1964, puis devenir membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ça que la Corée du Nord voit en la capacité d'avoir des armes nucléaires. Face à son voisin de plus en plus isolé, la Corée du Sud s'impose désormais comme l'un des parangons du capitalisme et de la démocratie en Asie. Bien que la guerre entre les deux pays ne soit pas officiellement achevée, les blessures du passé semblent peu à peu s'estomper derrière les nouveaux symboles du progrès économique et le succès de multinationales comme Samsung et Hyundai. Mais à la fin des années 90, avec l'émergence d'une presse libre, des crimes longtemps passés sous silence vont remonter à la surface et mettre en péril l'alliance entre l'Amérique et la Corée du Sud. La société civile a fini par être représentée au gouvernement et la presse est devenue plus libre. Les médias nationaux ont commencé à aborder des sujets qui étaient interdits pendant la dictature militaire. À l'époque, Cho Sang-hoon était correspondant à Séoul de l'Associated Press. L'un de ces sujets concernait les allégations selon lesquelles de nombreux civils sud-coréens avaient été tués par l'armée américaine. Un jour, je suis tombé sur cet article rapportant que les habitants de Nogonri avaient remis une pétition demandant une enquête sur ce qu'ils appelaient un massacre et crime de guerre perpétré par les militaires américains pendant la guerre de Corée. J'ai pensé que les Américains devaient être mis au courant de ces allégations. Pour son enquête, Cho va s'associer avec une équipe de journalistes du bureau de New York dirigée par Charles Hanley. L'enquête a été très détaillée, ardue, onéreuse et longue. Ça n'a pas été facile. L'équipe commence par interroger des survivants qui décrivent les atrocités perpétrées par les soldats américains au premier jour de la guerre. L'un des plus effroyables massacres fut celui de Nogunri, où des centaines de réfugiés sud-coréens furent abattus alors qu'ils tentaient de se réfugier sous un tunnel. J'ai essayé de retrouver des survivants de Nogunri dans tout le pays. Ça a permis de révéler toute une page cachée de l'histoire. Un chapitre que les gens connaissaient mais dont ils ne parlaient pas. Il y a encore des balles coincées dans le mur par ici. C'est là que nous étions assis. Mon petit frère s'est caché sous le ventre d'un cadavre. On nous disait que c'était comme ça qu'on avait une chance de survivre.
Les histoires des survivants coréens étaient tout simplement horribles. Et l'essentiel était alors de retrouver les Américains impliqués. Nous devions en avoir le cœur net. Ma collègue Marta Mendoza et moi avons commencé à téléphoner à ces anciens combattants. Homer Garza était soldat dans la 7e cavalerie de l'US Army. Âgé de 17 ans au moment des faits, il dit être arrivé sur les lieux juste après le massacre. Il y avait 2 tunnels côte à côte. Quand nous sommes arrivés, environ 300 civils sud-coréens avaient été tués là-bas. Une chose que je n'oublierai jamais, c'est cette femme, couchée sur le dos, et son bébé d'environ 8 ou 9 mois, essayant de téter alors qu'elle était morte. Mais Garza ne veut pas accabler ses camarades de la 7e cavalerie. Comme d'autres vétérans, il affirme que les ordres venaient d'en haut. Tout ce qui se trouvait devant nous était l'ennemi. Nous avions ordre de tirer, même si eux ne le faisaient pas. Hommes ou femmes, peu importe. Cho, Hanley et une équipe de journalistes de l'Associated Press ont épluché les dossiers du Pentagone. Nombre d'entre eux étaient classés secrets. Et ce qu'ils y ont trouvé corroborait les témoignages des survivants. Sur le front de guerre, on ordonnait de traiter les civils comme des ennemis. Le commandement suprême, la 8e armée, devait empêcher tout réfugié de traverser la ligne. De toute évidence, nous étions face à un crime de guerre. Cibler des non-combattants a toujours été considéré comme tel. Et les documents de ce type sont les premiers que nous avons trouvés. Le 29 septembre 1999, Associated Press publie la première partie de son enquête. William Cohen, le secrétaire à la Défense, a immédiatement ordonné une enquête de l'armée qui a traîné pendant des mois. Sans que je sache comment, mon nom est arrivé jusqu'au Pentagone. Le téléphone a sonné. « C'est le colonel Intel. On veut vous parler de No Gunnery. » Et j'ai répondu « Aucun de vous n'y a participé. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous faites ça pour sauver vos culs. Voilà ce que vous faites. » Ces révélations provoquent un scandale national en Corée du Sud et conduisent le pays à demander aux États-Unis des excuses officielles qui ne viendront jamais. We know things happened which should not have happened, and that things happened which were wrong. Le président Clinton n'a pas présenté d'excuses. Elles auraient été un aveu de culpabilité. Il a exprimé ses regrets en disant simplement « Nous sommes vraiment désolés de ce qui vous est arrivé. » Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, les gens m'ont demandé quel était l'intérêt politique, sachant que nous étions toujours en conflit avec la Corée du Nord et que nous avions besoin des États-Unis. Je leur répondais, pensez aux mères et aux pères qui ont perdu leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, des membres de leur famille. Puis, quand les Sud-Coréens ont vu Clinton exprimer de simples regrets à ce sujet, ils ont été un peu surpris. Beaucoup ont pensé que ce n'était pas honnête de la part des Américains. La repentance des États-Unis n'ira pas plus loin. Et les Sud-Coréens devront se contenter de simples regrets. Les deux pays n'ont d'ailleurs aucun intérêt à fragiliser leurs relations diplomatiques à l'heure où le monde bascule dans une nouvelle ère d'incertitude. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Dans son discours après les attentats du 11 septembre, le président George W. Bush va subitement faire revenir la Corée du Nord sur le devant de la scène et se servir de l'exemple de cet État voyou pour justifier sa croisade contre le terrorisme.
North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. C'en est fini des tentatives de dialogue entre les deux pays. Place à la ligne dure. George W. Bush inflige à la Corée du Nord une série de sanctions économiques pour la contraindre à abandonner son programme nucléaire. En vain. Car le 9 octobre 2006, Kim Jong-il atteint enfin l'objectif que son père et lui s'étaient fixé, procéder à un premier essai réussi d'une arme atomique. What we don't know is his intentions. And so I think we've got to plan for the worst and hope for the best. And planning for the worst means to make sure that we continue to send a unified message to Kim Jong-il that we expect you to adhere to international norms. Kim Jong-il va continuer de défier la communauté internationale, refusant systématiquement de se soumettre aux inspections de l'agence atomique. À sa mort en 2011, son fils Kim Jong-un prend les rênes du pouvoir et jure de poursuivre les rêves nucléaires de la dynastie. À seulement 28 ans, Kim Jong-un devient l'un des plus jeunes chefs d'État de la planète. Pour affirmer son autorité, il ne va pas hésiter à calquer son image sur celle de son illustre grand-père. Arrive alors un jeune homme qui a fait ses études en Occident et qui n'a été présenté aux Nord-Coréens qu'un an avant la mort de son père en 2011. Pourtant, il parvient à consolider son pouvoir en très peu de temps après son arrivée. Cela montre à quel point le mythe de Kim Il-sung était puissant et vivant. Ce pouvoir actuel vient du fait qu'il soit le petit-fils de Kim Il-sung. Il sait que Kim Il-sung était populaire et aimé du peuple nord-coréen. C'est pourquoi il cherche à ressembler à son grand-père dans sa façon de s'habiller, de se coiffer, dans son apparence extérieure, et même son comportement rappelle celui de son grand-père. En 2016, le président Obama se retrouve dans la même situation que ses prédécesseurs. En aggravant les sanctions économiques, il espère faire reculer le jeune dirigeant nord-coréen. North Korea's continued pursuit of nuclear weapons is a path that leads only to more isolation. It's not a sign of strength. Mais au lieu de capituler, Kim Jong-un va au contraire intensifier son programme de recherche nucléaire. 자주의 길, 선군의 길, 사회주의 길을 따라 곧바로 나가는 여기에 최후의 승리를 향하여 앞으로. Dans les dernières semaines de la présidence Obama, la Corée du Nord procède au test de sa 5e ogive nucléaire, la plus puissante qu'elle ait jamais conçue. Le message que les dirigeants nord-coréens envoient à leur population consiste à dire « Nous ne laisserons pas les États-Unis répéter ce qu'ils ont commis entre 1950 et 1953. C'est pourquoi nous avons besoin d'armes nucléaires et de missiles capables d'atteindre le continent américain. » Well, I just had the opportunity to have an excellent conversation with President-elect Trump. It was wide-ranging. Lors de la passation de pouvoir de 2017, Obama avertit son successeur Donald Trump que la Corée du Nord pourrait être la plus grande menace des années à venir. Peu de temps après, le président Trump passe à l'offensive. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury. Une guerre des mots commence avec Kim Jong-un, précipitant les deux nations au bord d'un nouveau conflit. From Kim Jong-un, a first message in English, vowing to make President Trump, quote, pay dearly, calling him a mentally deranged dotard or senile old man. Rocket Man should have been handled a long time ago. Little Rocket Man. Avec Trump d'un côté et Kim Jong-un de l'autre, on a affaire à deux fortes personnalités qui sont imprévisibles, prétentieuses et impulsives. North Korea better get their act together or they're going to be in trouble like few nations ever have been in trouble in this world. La crainte d'une guerre est plus grande qu'au cours des 2 dernières décennies.
Trump est pire qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. The United States has great strength and patience. But if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Il a menacé de détruire la Corée du Nord à l'ONU, alors que cela avait déjà été fait pendant la guerre de Corée. Mais parallèlement à sa rhétorique guerrière, Trump va entamer une démarche qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait jamais osé entreprendre. President Trump and Kim Jong-un are scheduled to shake hands and sit down for a summit meeting the whole world will be watching. À Singapour, le 12 juin 2018, les dirigeants des deux pays échangent une poignée de main historique. Donald Trump et Kim Jong-un s'entretiendront pendant 45 minutes et signeront une déclaration commune dans laquelle ils promettent d'œuvrer à la dénucléarisation de la péninsule. Un document suffisamment vague pour n'engager aucune des parties, pour autant, Trump n'hésite pas à voir dans ce sommet une grande victoire. They're going to get rid of their nuclear weapons. I really believe that he will. I've gotten to know him well in a short period of time. Yeah, sure, it's denuking. I mean, he's denuking the whole place, and he's going to start very quickly. I think he's going to start now. L'administration Trump pense que Kim Jong-un est maintenant prêt à renoncer à l'arme nucléaire. Or, le dirigeant nord-coréen parle seulement de conclure un traité de paix et de mettre fin à l'alliance entre les États-Unis et la Corée du Sud. C'est à ce moment-là, lorsque la sécurité de son régime sera garantie, qu'il envisagera de renoncer à l'arme nucléaire. U.S. intelligence says no significant signs of denuclearization, contradicting this tweet from President Trump one day after Singapore, declaring there is no longer a nuclear threat from North Korea. The Trump administration is being taken for a ride. I think it's becoming increasingly clear that he got played. Are they playing us? I don't know. This is the last best chance for peace right here. Au final, les perspectives de paix pourraient surtout dépendre des Coréens eux-mêmes et de leurs dirigeants, qui, après 70 ans de conflit, ont commencé à renouer le dialogue en avril 2018. En Corée, les histoires ne se terminent jamais comme dans les contes de fées. Qu'il s'agisse de l'occupation japonaise, du début de la guerre en 1950, de la démocratisation de la Corée du Sud en 1987, et la liste est encore longue, l'histoire a montré que les changements dans cette région du monde arrivent toujours soudainement et jamais graduellement. L'espoir de paix est croissant. Les gens espèrent qu'une avancée majeure survienne. Les Coréens croient dur comme fer qu'ils ne pourront pas continuer comme ça et que les deux Corées seront réunifiées. J'espère vraiment revoir ma famille un jour. J'ai quitté Kisung le 21 juin 1951 avec mon oncle, sans savoir que je n'y retournerai pas. Je prie de tout mon cœur pour qu'un jour je retrouve ma famille. Je pense à elle tous les jours depuis 68 ans. Vous avez encore de la famille dans le Nord? Vous êtes toujours en contact avec eux? Je ne peux rien dire. Parce que c'est trop dangereux? Oui. Quand j'ai fui la Corée du Nord, je n'ai même pas pu dire au revoir à mes parents. J'ai dû leur mentir même au moment de leur dire adieu. C'était une évasion très douloureuse. Pour ces hommes et femmes qui rêvent de réunification, l'espoir de revoir leur famille ne pourra venir qu'avec la signature d'un traité officiel. Seul moyen de mettre un terme à cette guerre sans fin.